Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir en cette fin de journée du Forum European Lab, 8e édition, qui se poursuit encore demain. Ce soir, en fait, c'est une table ronde qu'on a imaginée en partenariat avec Pop Science, l'Université de Lyon. Il se trouve que le Forum Pop Science dédié à l'intelligence artificielle qui se déroule depuis une quinzaine de jours au moins dans l'agglomération se termine ce soir par cette conférence. Et on trouvait tout à fait pertinent que cette conférence s'intègre dans la programmation du European Lab qui est dédiée cette année à la réactivation des utopies, dont l'utopie post-humaniste, pourquoi pas. Samuel Bello, médiateur scientifique à l'Université de Lyon, va se charger de la modération de cette discussion. Et je lui laisse tout de suite la parole. Une dernière chose peut-être avant, pour finir, pour vous donner rendez-vous demain matin à 11h, pour un temps aussi toujours lié à la thématique de l'intelligence artificielle. C'est sur les écrans et l'intelligence artificielle dans Black Mirror, qui a été un temps de discussion aussi conçu en partenariat avec Pop Science, lors duquel Mauro Carbone, qui est professeur de philosophie à Lyon 3, et Amélie Cordier, qui est directrice scientifique d'Umano, une start-up de robotique, qui s'occupe des robots sociaux, commenteront des extraits de cette série dystopique Black Mirror. Voilà, je place au débat. Allô ? Et tout ça de tête. Merci Anne-Caroline et merci au European Lab de nous accueillir. Effectivement, à l'Université de Lyon, on propose diverses actions de médiation, de mise en culture, de débat et de consultation entre les chercheurs, les citoyens, les acteurs socio-économiques, les artistes. Et cette année, effectivement, comme Anne-Caroline l'a dit, on a un forum d'idées qui a couru depuis le 23 avril jusqu'à ce soir, et un petit peu demain pour Black Mirror. Pendant lequel on a parlé des intelligences artificielles et on l'a évoqué et confronté à la question du travail, à la question de la santé, à la question du féminisme, à la question de la robotique sociale aussi en partenariat avec un meet-up, et ce soir à la question des utopies. Alors c'est plus large, mais on a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que s'il y a une chose à faire avant tout, et un de nos objectifs de ce soir, c'est de donner du sens à ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors je suppose que dans la salle, il y a une majorité de personnes qui sont comme moi, ou qui sont comme moi il y a quelques jours, quelques mois. Je ne savais pas, et je sais un petit peu mieux, ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est les années 50, Alan Turing pour les plus connus, des fondateurs, qui a développé tout un paradigme théorique qui, grosso modo, dit qu'une intelligence artificielle, c'est une machine, un outil qui va être capable de modéliser, répondre et résoudre des problèmes qui auraient nécessité un cerveau humain pour le faire, habituellement. Ça, grosso modo, et depuis, les IA digèrent des quantités infinies, quasi infinies en tout cas, de données, des informations, des signes, des lettres, des mots, des images, des connaissances, elles modélisent du raisonnement, et elles font des choix en fonction de tout ça. Ça part des systèmes experts des années 70, les super calculateurs, jusqu'à une grosse révolution qui est celle du web. Il y a 3 phénomènes qui ont accéléré la marche en avant de l'IA. L'augmentation de la puissance des ordinateurs et des serveurs. Il y a également l'explosion de la quantité de données qui ont été mises en circulation du fait d'un 3e plan, qui est un accès au web qui s'est carrément mondialisé. Et de là, on a une technologie, quelque chose qui nous arrive en pleine figure, c'est pas très positif, mais qu'on voit arriver et exploser, et on a beaucoup de questions par rapport à ça, et on se dit et il se dit que demain il y aura une machine qui sera capable de faire la bibliothèque universelle, de lire et digérer tout ce qu'Homo sapiens a écrit depuis qu'il existe, des premiers glyphes rupestres, jusqu'à vos commentaires Facebook, aux notices de montage d'IKEA, aux grands classiques également. Et on se dit, est-ce que les IA, est-ce qu'elles sont à 2 doigts d'être cognitivement supérieures à l'homme ? Bon, c'est les questions qui se posent. Et de ce fait-là, il y a forcément des enjeux, des questions que nous, citoyens, on se pose parce que on a des limites, on est profane.
est mal informé ou peu informé, et on va essayer de prouver le contraire ce soir, en tout cas d'agir pour le contraire, sur ce qu'est réellement l'IA. Et dans ce cadre-là, on a des visions pessimistes qui se dessinent. La science-fiction nourrit beaucoup de fantasmes, mais la science-fiction est là pour ça, donc on ne peut pas lui en vouloir. Et pour autant, on se pose des vraies questions éthiques sur quel est le degré d'autonomie, quel degré d'autonomie est-ce qu'il faut accorder aux intelligences artificielles. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à un profilage extrême des individus? Est-ce que ça ne va pas complètement détruire les logiques démocratiques et les logiques collectives qui sont en place parfois? En tout cas, ici, elles le sont. Comment est-ce qu'on appréhende des IA qui vont avoir des formes humanoïdes pour lesquelles on va développer des formes d'affect? Ça arrive déjà, la réalité a déjà dépassé la fiction. En fait, ce soir, le plus important, et on s'est dit ça, la peur n'a jamais été un moteur intellectuel hyper intéressant. Et on va dépasser ces peurs. Et pour ça, on va essayer de réactiver des utopies parce que les paradigmes qui ont été fondateurs mathématiques, informatiques, sont autant des révolutions intellectuelles que des opportunités pour nous de réactiver des rêves et faire en sorte que l'intelligence artificielle soit compatible à l'homme. Et pour ça, on va passer une soirée en 2 temps. On va, avant la table ronde qui va réunir les 3 intervenants que je représenterai tout à l'heure, on va accueillir Olivier Néraud, qui est docteur en sciences cognitives et consultant en innovation, qui va nous faire une carte blanche qui va soulever les enjeux, soulever les questions. Vous allez sortir de là complètement indemne. Et à partir de cet exemple-là, ça va durer 10-15 minutes, on aura un débat. Donc voilà, je vous remercie d'accueillir Olivier Néraud et je vous dis à tout à l'heure pour le débat. Merci. Alors je vous rassure tout de suite, indemne, si vous sortirez indemne, j'espère, de la présentation. Est-ce que oui, c'est parti. Donc j'appuie sur les boutons et normalement ça tourne. En ce moment, il y a plein de débats sur l'IA. Pour l'IA, contre l'IA, qu'est-ce que l'IA, etc., etc., etc. Comme si c'était quelque chose qui était déjà bien défini. Et je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui ça fasse débat parce que, comme beaucoup de termes du vivant, de l'intelligent, du naturel, de l'artificiel, sont des termes qui ne sont pas très, très, très bien définis. Et donc chacun peut y plaquer un peu son interprétation. Donc IA, ça veut dire intelligence artificielle. Donc déjà, on a 2 termes qui vont nous inquiéter. Intelligent, parce que jusqu'à présent, on se disait c'est l'humain qui est intelligent. C'est un petit peu ce qui nous caractérise. On a évolué en société, on fait aujourd'hui des choses merveilleuses. Est-ce qu'on risque pas d'être un petit peu détrôné? Donc déjà, dans notre inconscient, il y a une menace qui est que notre statut d'humain, ne serait-ce que philosophiquement, se dire il n'y a pas que l'humain qui est intelligent. Mais aussi en termes de on sert à quoi alors s'il y a d'autres choses qui peuvent être intelligentes? Et puis l'autre chose, c'est le terme artificiel. Là, c'est la deuxième menace, c'est qu'on se considérait comme vivant. Ah oui, ça on sait ce que c'est que le vivant, on l'a bien vu, il y a une différence avec le siège qui est à côté de moi, qui représente une moins grande menace que moi-même. On voit bien qu'il y a une différence entre les deux. Enfin, j'espère que tout le monde est d'accord sur ce point-là. Oui, à peu près. Et donc, c'est l'artificiel, donc c'est le siège qui est ici, qui va devenir aussi intelligent que moi. Je vous dis pas la double menace qui apparaît. Donc je trouve qu'il y a déjà un petit peu un faux débat par rapport au terme et par rapport au positionnement de tout ça. Alors, il faut que j'appuie, voilà, comme ça. Un faux débat sur cette intelligence artificielle. Donc on va se la représenter éventuellement comme ça, c'est-à-dire un robot évolué, quelque chose du futur, quelque chose qu'on est en train de construire et qui va pouvoir penser. Ce que je voudrais mettre en avant, justement sur la présentation rapide que je vais faire là, c'est dire qu'il n'y a pas besoin de l'IA pour se poser ces questions. Dire que ce sont déjà des questions fondamentales qui se posent dans notre questionnement au monde, dans notre rapport au monde. Qu'est-ce que c'est que d'être intelligent? Est-ce qu'il n'y a que l'homme qui est intelligent? Qu'est-ce que c'est qu'être artificiel? Qu'est-ce que c'est qu'être vivant? Donc je vais proposer un petit tour d'horizon sur ces sujets-là pour voir est-ce qu'on arrive bien à séparer l'IA de nous-mêmes sous forme d'une menace potentielle. Premier point, c'est naturel. Nous, on est naturel. Une IA n'est pas naturelle. Elle est vraiment artificielle. Et on imagine bien que les IA, elles sont faites à partir de petits rouages, de pièces mécaniques, de bielles qu'on a assemblées et tout ça. Si on regarde dans la nature, on en a plein des choses comme ça, qu'on va classiquer. Ça, ce sont des diatonnées.
c'est pas très très évolué dans l'échelle du vivant, mais ça va quand même être classé là-dedans. Et ce sont des petites pièces, comme des petits robots, quelque chose qui est juste à la frontière. Ou ceux-là qui sont finalement des petits tambours. Pas grand-chose de plus. Donc déjà, si on change d'échelle, on se rend compte que le vivant, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche que ce qu'on pense. Ça va de toutes petites choses dans notre univers jusqu'à nous. Et puis là je parle d'aujourd'hui, mais si on regarde ça sur toute l'histoire du vivant depuis l'origine de l'univers, on est quand même parti de pas grand-chose. Au départ, moi j'étais diffus, et vous aussi, on était en train de se croiser il y a une dizaine de milliards d'années, tous ensemble, sous forme de quarks et d'électrons en train de se balader dans l'univers. Et c'est tout. On a quand même déjà pas mal évolué. Après, on va se dire, oui, mais le vivant, lui, nous, on sait, on se répare. C'est quelque chose, si j'ai une blessure, je vais me réparer. Alors que si j'ai un robot, une intelligence artificielle qui tombe en panne, eh bien, je vais l'emmener au SAV. C'est déjà clair, mon aspirateur, je prendrais un petit peu peur de le voir se réparer et cicatriser tout seul dans son coin. Donc, ok, il y a quand même une séparation entre les deux. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait du cristal, par exemple? Alors ça, on sait que c'est artificiel, c'est pas du vivant. Je vais pas dire qu'il se répare, mais si on l'entaille, si on le casse, il va continuer à pousser, il va essayer de maintenir sa structure. Maintenir sa structure, c'est une des définitions du vivant. Consommer de l'énergie pour maintenir son équilibre et sa structure. C'est tout ce qu'on fait, parce que moi, là, vous me voyez, ok, je suis moi. Voilà, ça va. Mais dans 2 semaines, si vous me revoyez, je ne serai pas composé des mêmes cellules. Déjà, toutes mes cellules sanguines auront été changées. Et à l'échelle de 7, 8, 10 ans, ce ne seront plus du tout les mêmes cellules. L'olivier que vous voyez ici, il sera diffusé dans les ruisseaux et dans les autres endroits. Alors, qu'est-ce que c'est que ce moi, cette réparation? Ce n'est pas juste une petite cicatrice. Vraiment, cette magie du vivant, elle est tout à fait surprenante. Ok, alors il y a quand même un truc sur lequel on sait bien qu'il y aura une différence entre les deux, c'est se reproduire. Je ne vous ferai pas de dessin par rapport à ça. Ah bah oui, mais il y a des trucs qui sont plutôt classés dans le vivant. Les virus, ils ne se reproduisent pas. Ils infectent une cellule qui demande à la cellule de le reproduire. Ça commence à devenir compliqué, cette séparation entre les deux. On a un petit peu du mal, là. On va essayer de trouver un autre truc, ça évolue. Ok, si j'achète un aspirateur, je ne vais pas le voir dans les semaines qui passent, le voir devenir de plus en plus complexe, de plus en plus riche et s'adapter aux tâches jusqu'à un jour m'interpeller en me disant « Olivier, que veux-tu que je nettoie aujourd'hui ?» C'est statique, ça reste là, ça se met dans une boîte, c'est simple. Eh bien oui, on sait, là, il y a l'arbre du vivant, donc le vivant, lui, il évolue. Les machines aussi, elles évoluent. Là, ce sont que quelques téléphones portables. On peut tout à fait étudier la généalogie des objets. On ne le voit pas parce qu'on n'y pense pas, mais en réalité, c'est là. Les ordinateurs évoluent, notre technologie évolue. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur nos téléphones portables, on est en train de les miniaturiser. On est en train il y a des contacts neuronaux qui peuvent être faits. On sait échanger entre un neurone et un système artificiel, par exemple, pour rendre la marche à un paraplégique. Oui, c'est en train d'évoluer. Et cette frontière entre vivant et artificiel, elle devient de plus en plus floue. Ça change. Ok, il y a un autre truc, je sais, c'est que, toutes les IA, elles sont programmées. C'est un programme d'ordinateur qui fait les choses, et puis c'est le concepteur. Ça, on entend beaucoup ce débat-là sur les voitures autonomes, par exemple. Le concepteur doit faire en sorte que la voiture autonome n'écrase pas les gens. Oui, sauf que quand on nous met tous en situation de conduite, il y a des fois, on écrase des gens. Ça arrive, c'est la faute à pas de chance, et on ne peut pas garantir qu'un programme saura corriger tous les défauts et tous les incidents possibles pour éviter qu'un jour il n'y en ait pas. Il n'y ait pas de problème. Donc on va se dire, oui, quand même, une IA, c'est un peu programmé. C'est écrit comme ça à l'intérieur, il y a plein de trucs, plein de termes, et c'est son concepteur qui décide. Nous aussi, quelque part, on a le code de la cellule, on l'a retrouvé, c'est le plan de nos cellules. Et ça va construire nos êtres comme étant résultat de ce plan, de ce mélange. Vous allez me dire, oui, mais le programme, il est figé, alors que moi, je vois bien que je suis autonome, que moi, je peux bouger, que moi, j'ai mes décisions. C'est-à-dire que le programme de ces cellules, ce n'est que le plan, c'est ce qui va me permettre de me développer, mais que moi, après, en tant qu'être, j'ai mon autonomie. Et c'est justement ce qui se passe aujourd'hui en ce qu'on appelle IA, avec ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un programme qui fait les choses, on fait un programme qui permet à la machine d'apprendre
C'est ce programme qui sert à apprendre. C'est ce qui a été fait avec DeepMind, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le deep learning. C'est-à-dire que ce sont véritablement des machines qui apprennent. La frontière devient encore assez floue. Justement, je disais apprennent. Bah oui, nous on est apprenants, on est évolutif. Comme je disais tout à l'heure, mon cher aspirateur, il ne va pas commencer à s'adapter. Alors, quoique, il y en a quelques-uns qui s'adaptent. Mais bon, ça devient un petit peu limité. Ben, apprenant, justement, grande révolution l'année dernière avec AlphaGo. AlphaGo qui a battu le meilleur joueur du monde de Go. Alors on va se dire, oui, bon, bah, il est devenu meilleur parce que l'ordinateur est un peu plus puissant. C'est ce qui s'est passé avec Deep Blue en échec. Pas du tout. Parce que quand on regarde le nombre de combinatoires possibles aux échecs, c'est en effet la dimension d'un ordinateur pour pouvoir tout explorer. Le Go, c'est un carré de 19 par 19, on peut poser un pion n'importe où. Essayer d'aller explorer tout cet univers-là, ce n'est pas encore atteignable par nos ordinateurs. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Plutôt que de mettre un programme qui joue les bons coups au Go en explorant tout, comme c'était fait aux échecs, ils ont fait un programme qui apprend à jouer contre lui-même et qui a fait des milliards de parties. Déjà, l'approche est différente, c'est-à-dire que le système va apprendre par lui-même à jouer au Go. Le résultat aussi est différent. Si vous avez suivi la compétition, il y avait des moments, moi, que j'ai trouvé d'une émotion, mais absolument terrible, avec des joueurs professionnels, internationaux, qui regardaient les parties et qui, à un moment, disent ce coup est complètement fou. Là, je ne comprends pas. Là, c'est absolument n'importe quoi. Ça ne s'est jamais vu. Et ça a duré 2 coups, 3 coups, 10 coups. Et je crois que c'était jusqu'à 19 coups. Et au 19e coup, il y a l'expert international qui fait, excusez-moi du terme, et merde. Mais il tombe sur le cul, excusez-moi encore une fois du terme, en disant je n'ai jamais vu ça dans toute l'histoire du Go. C'est-à-dire que la machine, en apprenant par elle-même, en jouant contre elle-même avec un système d'apprentissage, a pu explorer des zones de jeu du Go qui n'avaient jamais été vues durant les précédents siècles de ce jeu-là. Donc il se passe aussi quelque chose. Ok, un dernier truc créatif. Nous, on fait de l'art, nous, on peint, nous, on fait de la musique, nous, on fait plein de choses. Eh bien oui, ça commence, ça s'appelle l'open design, par des systèmes qui sont auto-apprenants. La machine va apprendre des pièces qui sont aussi bonnes, voire meilleures que ce que font nos ingénieurs aujourd'hui. Parce qu'elle apprend, elle s'adapte et elle va nous faire de nouvelles pièces. Vous l'avez peut-être essayé, on peut le trouver sur le web, c'est ce qu'on appelle l'art transfert. C'est aussi fait par des systèmes de deep learning. On lui présente un style, on lui présente une image et ça fabrique le tableau selon ce style-là. Vous allez me dire, c'est pas de la vraie créativité, c'est juste un algorithme. Mais qu'est-ce que c'est la créativité? Quand un artiste, il s'inspire d'anciennes mélodies, il s'inspire de ce qu'il a appris. Il n'y a pas de pure créativité. Il y a simplement le fait de raisonner avec son environnement, de se mettre en résonance avec son environnement pour pouvoir explorer des territoires qui n'avaient pas été et puis y plaquer son style. Bon, ben, on n'est pas loin. Hein. Ok, un dernier. Là, on va y arriver quand même. Hein. Ça, on sait ce que c'est d'être conscient. On l'expérimente tous les jours. Hein. Je viens des sciences cognitives, comme tu l'avais dit tout à l'heure, et c'est un sujet qu'aujourd'hui, ce domaine s'autorise à explorer. Qu'est-ce que c'est que d'être conscient? Alors, on aura tous plein de définitions. Ça correspondait à l'âme, à tout ça, etc. C'est juste sentir que j'existe. Avoir une expérience suggestive que j'existe. Et ça, c'est quelque chose, oui, qui est étudié par les sciences cognitives, des expériences. Je ne vais pas rentrer trop dans ces détails-là, mais on commence à avoir des mesures d'un système qui est conscient, qui permettent, par exemple, chez quelqu'un, ça sert en médecine aujourd'hui, chez quelqu'un qui est dans un coma, on fait la mesure de son activité cérébrale, on prend cette mesure-là et on voit qu'il n'est pas conscient et que quand il se réveille, il l'est. Parce que conscience, c'est pas, il y a des trucs conscients, des trucs non conscients, ce sont des états. Moi, quand je dors, vous pouvez me secouer, ça marchera pas du tout. Hein. Je suis pas mieux qu'un galet. Hein. Par contre, j'espère que là, actuellement, je dépasse un petit peu le stade du galet. Donc, je vous parlais de deep learning. Eh ben oui, c'est en train de fusionner. Là, vous voyez des images de l'activité neuronale de systèmes artificiels. Eh ben, je trouve que ça commence à être déjà plus évolué que mes diatonnées du début. On commence à être dans de l'organique un petit peu. On est à la frontière entre les deux. Ça, c'est un schéma, on va dire, je vais faire un petit peu de sensationnalisme, du cerveau d'un ordinateur apprenant. Donc oui, conscient, il y a ces films-là, ce sont des sujets qui sont assez importants. Qu'est-ce qui va se passer le jour où je me retrouverai face à une boîte de conserve évoluée qui va me dire « je suis conscient ».
Ouais, vous n'avez pas d'idée non plus. Hein. Vous ressentez, non, vous partez en courant. Eh ben, on vous l'expérimentez un peu tous les jours. Alors, je ne suis pas une boîte de conserve, mais vous pensez que je suis conscient. Parce que vous pensez comme moi et vous faites cette expérience-là, donc vous le plaquez. Mais on ne peut pas vérifier qu'un objet est conscient ou non. C'est cet objet qui le sait. Vous ne pouvez pas m'ouvrir la tête pour savoir si. On pourrait le mesurer, mais faire l'expérience subjective de savoir ce que je sens, il n'y a que moi qui peux l'avoir. Donc, eh ben, ça ne donnera même pas plus de réponse. C'est-à-dire que ce pauvre robot, qui dans toute son âme et conscience, justement, vous dira « je m'ennuie, j'ai envie de faire des trucs, et puis j'aime pas ta dernière blague, j'en viens d'en inventer une qui est meilleure », eh ben, on ne saura jamais s'il est conscient ou non, parce que c'est juste lui qui pourra le sentir dans son sein intérieur, comme c'est le cas avec toutes les personnes qui sont ici. On a tous une expérience individuelle, mais on ne peut pas le vérifier chez l'autre. Donc ça reste encore plus un mystère. Alors que faire par rapport à tout ça ? Peut-être que ce que je vous ai présenté, ça soulève d'autres peurs, parce que là, vous allez vous dire waouh, on n'est pas loin. Là, la boîte de conserve consciente qui va tous nous trucider, qui va être intelligente et en plus artificielle et qui va vouloir dominer le monde, elle est là. Ben, je crois que c'est justement là où on a quelque chose à faire. Et c'est pas technologique ce que je vais dire. C'est juste arrêter d'avoir peur. Ça, c'est quand même le drame humain, mais pas au niveau de l'IA, au niveau de toute notre civilisation. Vous vous rendez compte, là je vais faire un peu de politique, je vais me l'autoriser, on a fait des frontières dans le monde. Et bien curieusement, c'est quand même étonnant, les méchants et les gentils sont répartis le long de ces frontières. On a un peu classé le monde, quoi. Arrêtons d'avoir peur. Autorisons-nous à être surpris, à dépasser nos certitudes et de se dire c'est peut-être artificiel ou naturel, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas d'artificiel et de naturel, peut-être que c'est l'humain qui l'a fait cette classification-là, et qu'en réalité, il y a un énorme continuum, et que artificiel, c'est qui répond à la définition d'artificiel faite par l'homme. Qu'est-ce qu'il y a de plus artificiel ? Est-ce que le silicium serait plus artificiel que le carbone ? Ce sont deux atomes perdus dans l'univers, tout simplement. Il n'y en a pas un qui a une propriété supplémentaire que l'autre. Donc arrêtez d'avoir peur. Peur de ça. Voilà. Ça, on aime bien. Et de toute façon, c'est un storytelling fabuleux et c'est tout à fait normal que tous nos blockbusters et tout ça, parce qu'il n'y a pas qu'au niveau de l'IA qu'on nous a inventé des monstres qui allaient nous tuer, etc. Que ce soit les extraterrestres, que ce soit, je sais pas, les plantes carnivores, que ce soit les dinosaures, l'homme a réussi à inventer toutes les histoires possibles où on le tuait. Bon. Et après, on peut faire aussi de la géopolitique. Pas besoin d'imaginer des trucs de science-fiction. C'est le méchant, c'est ainsi de suite. Bah oui, ça fait de bon storytelling. Parce que si on fait ça, on va s'enfermer dans nos croyances. On va se refuser justement à évoluer, à accepter que peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'univers, qui est en train de se complexifier, comme ça s'est fait depuis l'origine des temps. Je répète, nous ne sommes plus les quarks de l'origine. Peut-être que l'homme est en train de se rendre compte qu'il est dans un flux complexe, qui crée du vivant, qui crée du conscient, qui le dépasse, et qui ne correspond pas à la classification qu'il a faite de conscient, non conscient, vivant, non vivant, artificiel, naturel, et ainsi de suite. Vraiment dépasser ça, dépasser ces classifications, où on met les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, on a tout classé, tout ordonné. Pensez à un truc, par exemple, qui est quand même assez étonnant. Et est-ce que nos machines d'aujourd'hui, qu'on est en train de créer, ne sont pas nos esclaves d'hier ? Parce que ce débat, on aurait pu l'y avoir il y a 4 siècles, non pas sur les IA par rapport au monde de demain, mais qui était est-ce que les esclaves ont une âme ? Et ça aurait été un sujet très très sérieux. Très très sérieux, avec des pour et des contre, comme est-ce que l'IA est bonne ou mauvaise ? Pourquoi ? Parce que ça nous arrangeait bien de les considérer comme étant des machines, dès lors que ça n'a pas d'âme. Et ça a été argumenté. Et ça a été écrit. Et il y a des textes, et il y a des philosophes, des gens sérieux de l'époque qui ont réussi à argumenter sur le fait que les esclaves ou les Indiens n'avaient pas d'âme. Ça justifiait tellement nos actes. En réalité, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui se sont posé la question, ou ceux qui ont affirmé qu'il n'y en avait pas, parce que ça permettait de justifier le commerce, c'est eux qui ont mis le ver dans le fruit. C'est qu'en argumentant, en contre-argumentant sur le fait que les esclaves pouvaient avoir une arme, ils ont soulevé la question. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vis-à-vis de l'artificiel, est-ce que c'est apprenant ? Est-ce que c'est évolutif ? Est-ce que c'est conscient ? On se pose toutes ces questions-là, et en se les posant,
on n'est peut-être pas sûr des réponses, et c'est là où c'est intéressant. Alors jusqu'où est-ce qu'il faut aller par rapport à tout ça? Si on n'a pas peur, ah oui, il y a des opportunités extraordinaires, peut-être qu'on sera assisté par des robots. Aujourd'hui, par exemple, on a la peur de perdre notre travail. C'est si important que ça, notre travail? Moi, je vais vous dire, je m'éclate tellement plus à côté de mon boulot, dans les rencontres, dans les échanges, dans tout ça. Mais si les IA me libèrent d'une partie de mon travail, celui qui est fastidieux, est-ce que ça ne va pas ouvrir ma créativité? Être un assistant fabuleux? Est-ce que j'ai besoin de bosser 40 heures comme on nous l'a expliqué? Est-ce que 3 heures ne suffiraient pas? Est-ce que ce ne serait pas intéressant? Est-ce que ça n'ouvrirait pas un autre modèle de société qu'on a du mal à imaginer pour une raison? Ça, c'est encore au niveau du cerveau, c'est que l'humain, il aime bien justifier la valeur des choses par les efforts qu'il a fait pour l'obtenir. Si ça a été dur, c'est que ça a été de la valeur. C'est que ça a de la valeur. Et je vais tenir bon. Et il a un autre mécanisme qui est encore plus pervers, qui est que plus il en a souffert, et moins il y a de raison, plus il va l'imposer aux autres. Tu passeras ton bac, mon fils, comme a fait ton père, et ainsi de suite. Et pourquoi il fait ça? Parce que si l'autre le fait, ça le rassure dans le fait que ça avait peut-être un sens, ce qu'il avait fait. Et oui, et que c'est artificiel, ça répare des moelles aujourd'hui. Ça redonne la marche à des handicapés, à des paraplégiques, ça redonne des mains à des personnes, ça redonne la vue à des aveugles, ça redonne la possibilité d'être autonome à des gens qui ont un locked syndrome, et que l'IA, c'est peut-être un petit peu ça. C'est artificiel, oui, c'est une main en plastique et en fer. Ça se connecte à la pensée de cette personne, ça mesure son EEG, et ça lui permet enfin de retrouver une certaine forme d'autonomie. Et certains pensent que nous sommes, entre guillemets, tous handicapés de tout ce que l'on pourrait faire. On s'y habitue, certes, mais imaginez tout le potentiel qu'il pourrait y avoir à avancer et à marcher avec. Et aujourd'hui aussi des robots chirurgiens, et c'est déjà le cas. On nous cache des choses aussi, alors je ne vais pas vous faire le truc du complot, mais on nous cache des choses. Par exemple, quand vous montez dans un avion, oui, il y a des pilotes d'avion, mais 98% de leur boulot, c'est de regarder le pilote automatique guidé. Mais pourquoi est-ce qu'on met un pilote dans l'avion? Justement parce que nous, culturellement, on ne supporte pas, j'en parlais au niveau des véhicules autonomes, on ne supporte pas l'erreur artificielle. Errare humanum est. Ah, en plus, c'est du latin. Ça va. L'erreur humaine, ça donne même un petit côté humain. Mais l'erreur artificielle, il y aurait un accident dans un avion qui s'écrase, je peux vous garantir qu'il n'y aurait plus personne pour monter dans cet avion. Sauf qu'aujourd'hui, on monte dans des avions qui sont quasiment totalement automatiques. Et on va vous mettre un mec au cockpit, généralement porte ouverte, beau, qui fait coucou, et qui est là pour vous dire, mais montez dans cet avion, je suis là, je suis votre héros. C'est purement culturel. Donc j'ai envie de dire, et si nous imaginions les choses non pas comme intelligents, non intelligents, artificiels, naturels, si on se disait simplement, c'est dans l'évolution, on a des choses à apprendre, nous, allons dans le sens de cette évolution et allons dans un sens de continuum. L'espace, on ne sait pas ce qui nous est réserve. Il y a eu beaucoup de surprises depuis l'origine, je pense qu'il y en aura d'autres à venir. Et on peut espérer qu'une certaine poésie se passe, qu'on sorte de nos peurs et qu'on arrive à coévoluer avec ce que nous, on considérait être de l'artificiel, comme à une époque, on a considéré que certains humains étaient purement artificiels. Et je finis là-dessus sur... certains vont peut-être... J'ai appuyé dessus, voilà. Certains vont peut-être reconnaître une des images fondamentales du film Blade Runner, Tears Under the Rain, et qui pour moi me touche de façon énorme. Tout simplement parce que c'est la mort d'un cyborg, et c'est la mort d'un cyborg qui ne veut pas mourir. Et ce qui est très très intéressant dans ce passage du film, c'est l'inversion. C'est-à-dire que l'humain qui a classé, qui considère que les cyborgs n'ont pas le droit d'eux, va les exterminer. C'est lui qui est devenu inhumain. Et celui qui pleure sous la pluie parce qu'il a vu des choses extraordinaires, parce qu'il a découvert l'univers au-delà de ce que l'homme avait pu faire, accepte à ce moment-là de mourir. C'est émouvant, hein? Merci. Ah ben merci. Merci beaucoup. Tu vas rester assis, si tu veux bien. Reste avec nous. Et puis je vais demander à... Là où tu préfères, mais pas là-bas. Non, pas là-bas. J'ai demandé à Jean-Claude Dugnac et Sylvie Alouche de nous rejoindre. Hop. Et pendant ce temps, je vais vous faire passer un message. C'est que si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux,
il suffit d'utiliser deux hashtags possibles. Ils ne sont pas écrits forcément. Le hashtag Eurolab 2018, me semble-t-il, et le hashtag PopScience, avec un S à la fin. Deuxième information, c'est que sur PopScience est un portail d'actualité et de culture scientifique. Et toutes nos conférences, débats et tous nos événements sont diffusés sur ce médium, donc je vous invite à le visiter. Alors, on a un invité surprise. Si Olivier, tu peux juste nous dire un mot sur cet invité. Je ne sais pas si vous le voyez tous, mais il est juste devant. Oui, c'est l'ami de ma fille. Rien d'officiel. Hein. C'est Pléio. Voilà, je le passe. C'est Pléio et c'est un petit robot jouet autonome. Alors, clairement, hein, il ne s'agit pas d'une IA. Hein, c'est pas voilà. C'est juste quelque chose d'autonome. Mais on a un petit peu d'empathie qui apparaît. On n'aime pas ça. Ah non. Hein, ça nous gêne. Hein. Voilà. Donc notre sens de l'humain n'est pas inintéressant, et quand on est avec quelque chose qui est interactif, qui a des capteurs, qui a une caméra, qui peut sentir les choses, ben, ça crée un rapport différent en effet. Ah là, il fait la gueule. Ça crée un rapport différent à l'artificiel. Et là, c'était l'occasion, j'étais avec ma fille, j'ai dit viens, amène ton robot. Parce que ce que j'ai essayé de présenter dans la première partie, c'est de dire, ouais, ça passe un peu par une éducation, ce rapport à l'artificiel. C'est pas très important, pas beaucoup plus important que ça, juste de dire, il y a des choses à apprendre, et par le jeu, ça peut être intéressant. Voilà, donc c'est Pléio. On va peut-être l'éteindre parce qu'il n'a aucun respect pour tout ce qu'on va pouvoir dire, même si ça le concerne. Merci. Alors, Jean-Claude Dugnac, tu es auteur de science-fiction. Alors, Olivier, j'ai déjà présenté, donc je ne vais pas revenir dessus. Auteur de science-fiction, docteur en mathématiques appliquées au superordinateur et ingénieur chez Airbus à Toulouse. Ouais. Et tu nous arrives directement de Toulouse. Et Sylvie Alouche, tu es maître de conférence, si je ne me trompe pas, en philosophie à l'Institut catholique de Lyon. Et je vais commencer avec toi, Jean-Claude, parce que tu as quand même beaucoup parlé et fait référence à de la science-fiction. Est-ce que c'est à cause ou grâce à la SF que l'IA est en source de fantasmes ? Non, parce que en elle-même, elle est par définition source de fantasmes. Bon, il faut dire que la science-fiction s'en est emparée assez vite. Elle s'est emparée du principe du robot, elle s'est emparée du principe de la conscience qui n'était pas humaine, qu'elle a transféré sur l'extraterrestre, sur le robot, puis après sur l'ordinateur, sur l'intelligence artificielle, en expliquant, comme tu le dis, que pour raconter une bonne histoire de science-fiction, il faut que ça merde tout de suite. C'est-à-dire que si tout se passe bien, il n'y a rien de plus ennuyeux. Par contre, un univers que nous créons utopique, il faut qu'il s'effondre au bout de 40 pages, et quelque chose comme HAL 900 qu'on a vu dans le film de Kubrick, il faut que ça se tourne contre son créateur. Sinon, ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Quel est l'intérêt d'un assistant qui te dit « oui monsieur, bien monsieur » et qui fait exactement ce que tu veux faire ? Bon. Donc, de ce côté-là, c'est vrai qu'on a créé des peurs, on l'a parfaitement assumé, et on a posé aussi des problématiques. Ça, c'est plus intéressant. C'est-à-dire que la science-fiction a déjà posé des questions très tôt, mais dès les années 50. Dès les années 50, il y avait une nouvelle d'Asimov qui avait beaucoup choqué les gens, où il y avait un robot assistant qui était livré chez les gens, et dont la femme de la personne qui le recevait tombait amoureuse. Et donc, ils ont dû changer l'allure, parce qu'ils en avaient fait un beau gosse. Et ils ont dit, il faut arrêter de faire des beaux gosses robots parce que les femmes sont capables de tomber amoureuses de n'importe quoi. À la base, c'était vraiment la conclusion. Il y a eu un nommé Sheckley qui a fait aussi un truc qui s'appelait « Si je vous fais ça, vous sentez quelque chose » où là, carrément, il y avait un rapport avec son aspirateur. Donc, tu vois que ton aspirateur qui commençait... On était vraiment en pleine science-fiction, mais cette question était posée. C'est-à-dire, à partir de quel moment peut-on éprouver un sentiment ? Et une intelligence artificielle est justement le genre de chose pour qui on peut éprouver quelque chose. Une répulsion, c'est un sentiment. Un amour, c'est un sentiment. Et puis, tu regardes ce truc, tu te dis, oh, c'est mignon. Alors qu'en fait, c'est juste des rouages avec des systèmes de capteurs. Mais tu as envie de faire un câlin. Pas moi, personnellement. Et il réagit au câlin. On a essayé tout à l'heure. Il fait des ronronnements, limite. Limite. Sylvie, la fois on avait discuté au téléphone il y a quelques temps pour préparer cette table ronde, tu m'avais dit, pour moi il y a un malentendu entre ce que projette la SF et la réalité. Et tu peux nous en dire plus sur ce malentendu ? Comment, selon toi, pour nous, en public, il y a un malentendu et qui projette peut-être des fantasmes et des choses qui sont du coup incomprises ? En fait, c'est vrai que
il y a un malentendu qui dure depuis, disons, les années 50 et les débuts de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, comme beaucoup de domaines de développement technologique, vit de la promesse. Et vit concrètement de la promesse, puisqu'elle doit promettre des choses pour récupérer des financements pour avancer ses programmes de recherche. Et le domaine de l'intelligence artificielle est particulièrement riche de ce point de vue-là. Et donc, il y a un décalage. En fait, on pourrait faire une espèce de parallèle avec ce qui s'appelle, on en parlera peut-être plus tard, mais l'uncanny valley, la vallée de l'étrange. C'est-à-dire qu'il y a un décalage, mais dans un sens un petit peu différent, entre d'un côté ce qu'a fait pendant des dizaines d'années l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, aux personnes qui sont dans ce domaine, pas grand-chose par rapport à ce que nous promettait la science-fiction. Hein, et Olivier en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on parle d'intelligence artificielle, on se projette tout de suite dans des formes maximales en fait d'intelligence artificielle. Et depuis quelques années, il y a une nouvelle expression, une nouvelle distinction qui est apparue, en tout cas que je ne connaissais pas, entre intelligence forte et intelligence artificielle forte et sous-entendu intelligence artificielle faible. Tu peux nous décrire un peu la dichotomie entre les deux? Alors, une fois en fait, honnêtement, je saurais pas. On le rallumera tout à l'heure ensemble, t'inquiète pas. Voilà une métaphore du débat. Voilà. Donc, IA forte, IA faible. Je me risquerai pas à la définir. D'accord. Je pense que les collègues le feront mieux que moi pour la définition concrète. Mais pour moi, ça indique surtout des pôles de projection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas de l'IA forte. On appelle tout un domaine qui relève de l'algorithmique de façon générale. On appelle ça IA. Et il y a quelque chose de séduisant dans ce mot IA qui excite et qui effraie à la fois. Mais en fait, parler d'IA faible, c'est aussi une façon de dire oui, mais bon, on ne fait pas de l'IA forte. Alors, c'est-à-dire, par exemple, de l'IA qui serait consciente, de l'IA qui au moins qui éprouverait quelque chose. Par exemple, là, tout à l'heure, quand ce dinosaure, vous parliez de lui faire des câlins, etc. Moi, j'aime beaucoup les robots. J'ai mis mon t-shirt avec mon robot préféré, R2D2. J'aime beaucoup les robots dans la fiction. Mais ce robot, on a peut-être envie de lui faire du câlin, mais moi, il y a quelque chose qui m'arrête. Enfin, j'en ferai peut-être, mais c'est que je sais, peut-être à tort, mais je pense quand même pas me tromper au stade où on en est, c'est-à-dire finalement pas très loin de l'intelligence artificielle. Je sais qu'il ressentira rien. Et il y a dans la relation un jeu avec la subjectivité, avec la subjectivité, ce qu'on projette de la subjectivité. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu confus ce que je veux dire, mais il y a depuis les origines, depuis les années 50, et je pense encore aujourd'hui, un décalage entre les connotations qui sont attachées à l'idée d'intelligence artificielle et qui sont en particulier nourries par la fiction, et tout ce qu'on espère et qu'on projette en termes de relationnel, d'amour, d'émotion, de poésie, avec quelque chose qui serait un authentique alter ego, et ce que fait vraiment l'IA, c'est-à-dire, en gros, du data mining, voilà, et puis finalement, pas grand-chose. Et moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Il se trouve que j'ai un de mes proches amis qui est roboticien et qui était, dans l'entreprise Aldébaran qui développait le célèbre robot Nao. Et je suis allée visiter une fois les bureaux à l'époque où cette entreprise était encore française. Et Nao, si vous le voyez dans les vidéos ou dans des conférences, on se dit « Oh là là, mais c'est génial, il fait des trucs déments. Ce robot, ça y est, on y est, Asimov, c'est là. » Et puis en fait, alors c'est dommage, il y a Fabrice qui devait apporter peut-être... On a failli avoir un Nao. Voilà.
On ne l'a pas eu, mais globalement, alors peut-être que ça a évolué, paraît-il que les choses ont beaucoup évolué ces 5 dernières années. Voilà. Mais moi, quand il y avait un Nao, j'ai commencé à lui parler, il n'a rien fait, il n'a rien dit. Et donc, j'ai réitéré, alors c'est vrai que c'était peut-être il y a 4 ou 5 ans, mais cette expérience déceptive répétée du décalage entre nos rêves d'intelligence artificielle. Alors, il y a le titre de l'ensemble de ce cycle de conférences, c'était « À quoi rêvent les intelligences artificielles ?» Mais il y a aussi à quoi nous rêvons quand nous parlons d'intelligence artificielle et puis ce que ça fait vraiment. Alors, voilà, moi, je me fais le porte-parole de cette position. Après, les discussions préalables que nous avons eues me suggèrent que mes comparses ne sont pas forcément d'accord avec moi. Ah ben, on va leur demander. Jean-Claude ou Olivier, sur le... IA forte, IA faible, puis quitte à aller plus loin sur ce que l'IA forte sera ou est déjà. Non, mais déjà... Allô, oui, voilà. Si, je suis assez d'accord. Que ce soit ce robot, que ce soit Nao, que ce soit beaucoup d'autres choses qui sont faites aujourd'hui, ce sont des simulacres. Simulacre, c'est-à-dire que on lui a fait des paupières, il va fermer l'œil droit, l'œil gauche, et c'est nous qui interprétons. Donc l'intelligence n'est pas du tout dans ces systèmes. Surtout sur un petit robot comme Nao, qui est là aussi pour simuler des comportements, donc ça va être fortement préprogrammé pour qu'on ait cette réaction-là. Ce que j'essayais d'évoquer en première partie, c'est que c'est juste une étape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se passe quand même des choses assez troublantes dans les algorithmes qu'on utilise, qui dépassent ce fait-là. Je pense à, justement, je reviens au truc du deep learning. Par exemple, quand on veut simuler de l'écoulement des fluides, aujourd'hui on utilise des équations, il faut être ingénieur physicien, il faut faire plein de choses. Et il y a des expériences qui ont montré des écoulements de fluides via une caméra à un cerveau artificiel, donc du deep learning. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'après qu'il ait appris ça, on peut lui mettre de l'eau ici et il comprend comment ça coule. C'est-à-dire que quelque part, notre connaissance du monde devient quelque chose d'intuitif, entre guillemets, dans le système. On ne sait pas vraiment comment ça marche. Et ça, c'est une des grosses évolutions actuelles, c'est qu'on dépasse le stade où on préprogrammait des comportements, où maintenant, on programme une façon d'évoluer et d'apprendre. Donc on est à l'étape 2. Il y a l'étape 3 qui se prépare, qui s'appelle l'embodiment, où il y a des théories qui considèrent même que le fait que ce soit simulé par un programme ou par un ordinateur, ça limite énormément le potentiel du système. Et aujourd'hui, on fabrique des robots moins troublants qu'un Nao parce qu'il est moins préprogrammé, donc j'aurai moins les premiers bons contacts pour dire c'est intéressant, mais de faire des robots incorporés dans le réel, vraiment, et qui interagissent, qui apprennent, et là, il commence à se passer des choses qui commencent à devenir un peu magiques. Voilà. La science-fiction, on a parlé d'ailleurs, il y a eu une nouvelle qui avait beaucoup troublé à l'époque, qui date d'il y a une petite vingtaine d'années, qui parlait de gens qui avaient des problèmes parce que les robots avaient des voix, comme on dit, robotiques. Bonjour, je suis votre assistant. Enfin, le truc pas marrant, quoi. Et en fait, il y avait des gens qui fabriquaient justement des robots auto-apprenants, qui avaient une voix particulièrement humaine et très truc. Simplement, ils faisaient des caprices de temps en temps parce qu'ils avaient été élevés comme un bébé. On leur avait appris à parler, bébé, puis plus grand, etc. Et de temps en temps, ils faisaient des caprices. Bon. Il y a un phénomène. J'aimerais prendre une minute pour dire que la raison pour laquelle c'est bien de parler d'intelligence maintenant, c'est parce qu'il y a la convergence d'un certain nombre de faits en ce moment. Tu en as parlé, tu as dit que par exemple la quantité de données disponibles croît de façon absolument phénoménale. On l'imagine pas. Vous savez combien d'après les derniers recensements qu'il y a fait, combien il y aura d'objets connectés en 2025 ? On est dans le trillion. Le trillion, c'est 1 million de millions. C'est-à-dire que c'est des objets qui, seconde après seconde, fournissent des données. Des données qui sont des données personnelles, des données statistiques, des données individuelles et des données globales, enfin, mais des données. Bon, données qu'on arrive à stocker, qu'on arrive à diffuser, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus ouvertes au public et elles sont de plus en plus fournies sous une forme mi-structurée, voire même globalement structurée, c'est-à-dire directement utilisable. Donc, les intelligences artificielles, en particulier les intelligences auto-apprenantes, elles ont à manger. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est une révolution qu'il faut tenir compte, c'est qu'il y a une nouvelle façon d'appréhender les modèles. Tu en parlais. On peut très bien considérer l'écoulement d'un fluide autour d'un avion comme les équations de Navier-Stokes ou les équations réduites de l'air, etc. Donc, une équation
qui, à partir de là, modélise, et donc on peut calculer, ou tout au moins simuler, la manière dont l'écoulement va se faire. On a une deuxième solution qu'à l'époque on n'utilisait pas pour des raisons évidentes, c'est on met plein de capteurs à la surface de l'avion, et on dit un écoulement autour de l'avion, c'est ça. Des avions qui volent, on en a plein. Et à partir de là, on fabrique un modèle en disant non pas j'ai l'équation, en fait l'équation je m'en fous, je ne la connais pas, mais j'ai une surface de réponse qui est l'analyse en temps réel de ce qui se passe. Et même si j'ai analysé ce point-ci, ce point-ci, ce point-ci, ce point-ci, ce qui se passe au milieu, on dit c'est en gros la moyenne entre ce qui se passe aux 4 angles, moyennant quelquefois, alors vous avez des moyennes ceci, des moyennes cela, mais enfin c'est du tableau Excel, quoi, ce que je veux dire. La différence, c'est qu'il fallait un supercalculateur pour calculer un fluide autour d'un avion, un machin comme ça, vous pouvez le faire au tableau Excel, dans la mesure où vous avez les données. Vous voyez ce que je veux dire? Les données génèrent des modèles, alors qu'avant, c'était les modèles qui généraient des données. Et puis une troisième chose, vous avez une puissance absolument phénoménale à notre disposition. Mon Macintosh est plus puissant que le Cray XMP sur lequel j'ai fait ma thèse de supercalculateur. Ça me fait rêver. Mais il est plus puissant. Donc la puissance disponible est absolument effarante. Donc vous avez la possibilité pour un système auto-apprenant de se nourrir d'une quantité de données effarante, avec une puissance vraiment très élevée qui lui permet d'aller très vite, et avec un ensemble de structures de modèles qui lui permettent de faire coexister les modèles entre eux et d'apprendre très vite. Donc au lieu d'avoir un système qui met des années à apprendre à jouer aux échecs, avec des dizaines de programmeurs qui se relaient pour écrire des trucs, vous avez un système qui en quelques jours, voire en quelques semaines, apprend à jouer au Go. Et ça, cette révolution-là, ça veut dire qu'à la limite, un individu, vous, moi, peut acheter sur le net un réseau de neurones, ça s'achète, c'est pas très cher, et peut commencer à jouer, à faire des trucs en disant tiens, je vais modéliser, je sais pas, la manière dont mon jardin pousse, ou la manière dont ma fille, je sais pas, fait bouger ses Playmobil pour que j'ai pas marché dessus. Et on peut le faire. Non, mais on peut le faire. Oui. On peut le faire. Et ça, à partir du moment où on peut le faire et où la technologie permet à l'individu de s'en emparer, de faire ça chez lui, vous avez quelque chose qui ne demande qu'à exploser. Et ça, c'est merveilleux. Parce que maintenant, on va parler d'utopie qui va naître de ça. Tu as parlé d'explosion, c'est super parce que c'est ça qui fait peur. En fait, quand on se dit qu'il y a un système sans limite qui s'offre à nous et dans un espace-temps qui est complètement réduit par rapport à toutes les autres évolutions technologiques auxquelles on a été confronté, de l'invention de la roue en passant par l'imprimerie ou le chemin de fer. Et cette accélération-là, cette explosion-là, elle fait naître une distinction, il y a forte, il y a faible, c'est parce que derrière il y a aussi des courants de pensée qui se développent et on est dans une première séquence où on essaye de donner un peu de sens et de comprendre. Quand on parle de transhumanisme, Olivier, qu'est-ce que c'est? Pourquoi associer peur et transhumanisme? Ouais, mais merci de me contredire. Je t'ai dit, il fallait que tu me contredises. J'ai pas vu le lien logique entre les deux. Je vais rebondir un tout petit peu sur ce qui s'est dit devant, qui me semble en effet important pour resituer l'IA aussi. Et ça fera un petit pont aussi avec le transhumanisme, j'y répondrai. Je te rejoins complètement pour dire qu'il y a une IA qu'on ne voit pas, qu'il y a une IA globale de tous ces objets communicants qui vont être la réunion de ces petites IA locales. Voilà. Et aujourd'hui, via Internet, via l'Internet des objets, via le data mining qui est fait à chaque niveau, il y a des gens qui réfléchissent, c'est un projet qui a déjà une vingtaine d'années, je pense, même plus, qui s'appelle le Global Brain. C'est dès lors qu'on a des petits objets comme ça qui sont connectés les uns aux autres, c'est un peu un parallèle avec ce que l'on a dans le cerveau, des petites synapses, enfin des petits neurones connectés entre eux par des synapses, sur un rythme d'apprentissage qu'on comprend bien. Et donc il y a des gens qui se disent, et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une sorte de cerveau planétaire comme ça? Donc en effet, l'explosion dont tu parlais, que tu évoquais aussi, elle peut être à plein de niveaux possibles. Je vais faire un pont jusqu'au transhumanisme. C'est que ces révolutions-là, elles ne sont jamais sages. Il y a un élément dans le transhumanisme qui s'appelle la singularité, qui permet de raconter des histoires super, de dire que d'un seul coup, paf, tout va changer. C'est-à-dire que l'accélération de l'informatique, du bio, du cognitif, du machin, ça fait qu'on va passer dans un autre monde. Ray Kurzweil, qui est le pape du transhumanisme, a annoncé ça pour 2045, ou le mois, on n'est pas sûr encore. Enfin, et ainsi de suite. Donc ça permet de faire du storytelling quand même. Ouais. Alors, pourquoi tu me poses la question sur le transhumanisme? C'est que j'ai été vice-président de l'Association française transhumaniste pendant quelques temps. Je ne le suis plus aujourd'hui.
Simplement parce que l'histoire, voilà, on a évolué dans des axes un petit peu différents. Et à l'époque où je défendais cette position transhumanisme, j'étais épuisé de plein de niveaux, de tout le temps répéter la même chose. C'est-à-dire qu'il fallait rassurer les gens en permanence, parce que si on dépasse l'humain, ça veut dire qu'on va le transformer en machine, qu'on va tous être des robots. Redéfendre cette idée de l'amélioration, mais moi je sais pas ce que c'est que d'être meilleur, quoi. Moi tout ce que je vois, c'est que depuis l'origine des temps de l'univers, on a évolué avec des phases qui en effet sont des phases. Donc cette singularité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. C'est que le changement dans l'univers fait que on va pas revenir, on va pas redevenir en quark en train de. Donc dans la civilisation humaine, il y en a eu plein. On aurait pu avoir eu un débat, et il y a eu des débats à une époque, sur une super technologie qui allait bouleverser le monde de façon définitive et foutre un bordel pas possible. C'est le langage. Le langage et l'écriture, quel bordel, quoi. C'est l'horreur. Et il y a eu des débats monstrueux pour dire mais il faut surtout pas écrire. Pas parce qu'ils étaient contre la diffusion des savoirs, mais pour un fait qui était, ça va rendre la connaissance froide. Ça va faire perdre le sens de l'humain à la connaissance. Ça va être une vraie catastrophe, et ça a été une catastrophe. Donc, c'est un peu l'évolution créatrice aussi, de dire, voilà, à chaque fois qu'il y a une transformation, il y a perte de quelque chose. Par exemple, je voudrais recommander à tout le monde maintenant d'arrêter de respirer très vite, parce qu'on respire de l'oxygène, c'est quelque chose de très oxydant, de très dangereux, qu'à l'hôpital, ils vont arrêter au bout d'une demi-heure ou d'une heure en fonction, parce que c'est vraiment quelque chose qui va... Et qu'en plus, c'est pas très poétique, mais l'oxygène que vous respirez, ce sont les paix des premières bactéries de notre monde. Ouais, mais j'arrête quand je veux. Hein. Ah, voilà. Et qui consommaient le CO2 et rejetaient de l'oxygène et qui s'en sont tués. C'est une catastrophe monstrueuse. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Maintenant, nous, on trouve que c'est bien. Donc j'ai beaucoup de mal, et pour pas faire trop long, mais j'ai beaucoup de mal avec cette notion de ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est amélioré, ça c'est technologique, ça c'est naturel, ça c'est machin. On est dans un flux. Dans ce flux, parfois, il y a des moments où ça change. Ça change complètement parce que des atomes vont se mettre ensemble sous forme de molécules. Ça change parce que ces molécules vont s'associer en protéines. Ça change parce que ces protéines vont se transformer en cellules. Ça change parce que ces cellules vont être en organismes multicellulaires. Ça change parce qu'ils vont avoir un code génétique qui va permettre de dupliquer la diversité. Des révolutions comme ça, il y en a eu tout le temps. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes, mauvaises, j'en ai aucune idée. Ça veut simplement dire que on est dans ce courant de l'évolution et que nous, on a un privilège quand même. C'est qu'on est conscient, c'est qu'on est le premier niveau de conscience aujourd'hui connu dans l'univers qui permet de savoir un peu ce qui va se passer. Et donc que ça nous demande une notion de vigilance, de dire jouons pas trop au con quand même. Mais souvent la connerie elle vient des peurs. Voilà, j'essaie de reboucler. Nous sommes peut-être la première civilisation à écrire de la science-fiction, c'est une chose effectivement importante. Sylvie, est-ce que sur cette notion de peur, est-ce que tu suis ces raisonnements-là par rapport au transhumanisme pour aller plus loin, comment je pourrais dire ça? Est-ce que la vie éternelle, c'est plus seulement l'apanage des religions maintenant? Est-ce que ça va jusque-là, le transhumanisme? Et toc. Alors, ouais. Ouais. Je sais pas trop quoi dire là. C'est un changement de sujet radical. On est dans la disruption la plus totale. En lien avec le transhumanisme. Oui, enfin, en tout cas, effectivement, dans le transhumanisme, je pense, enfin, il faut préciser que il y a autant de transhumanisme que de transhumanistes. Et s'il y a bien quelque chose que les transhumanistes ont en commun, c'est leur goût de la liberté et d'une certaine forme, disons, philosophique du libéralisme, pas nécessairement économique. Voilà, donc il y a un certain nombre de transhumanismes et disons, c'est un des pôles largement fédérateurs, même si ça ne concerne pas tous les transhumanistes. Cet intérêt pour l'éventuelle prolongation de la vie, voire, mais techniquement, c'est quand même assez compliqué de l'imaginer, en réalité, voir quelque chose qui ressemblerait à la vie éternelle. Donc, effectivement, ce thème, il est central dans la plupart des religions,
Et en tout cas, puisque je suis maître de conférence à l'Institut catholique de Lyon, j'ai eu l'occasion, j'ai d'ailleurs été recrutée parce que je m'intéressais au transhumanisme, et les instituts catholiques en France, mais en Europe et plus largement, s'intéressent beaucoup au transhumanisme, et probablement parce qu'ils y voient un concurrent, ou en tout cas quelque chose qui est un petit peu sur le même terrain, pas nécessairement en concurrence. J'avais assisté il y a quelques années à une conférence à Toulouse, justement, où quelqu'un défendait l'idée que le transhumanisme et christianisme étaient en fait parfaitement compatibles. Voire il y a des gens, et puis il y a même des livres sur le sujet. Voilà, donc je pourrais évidemment développer davantage, mais le lien avec l'intelligence artificielle me paraît quand même éloigné. Ce que je peux dire quand même pour reboucler, c'est que tout à l'heure Olivier parlait de la singularité. En fait, j'étais un petit peu surprise parce que pour moi, et de ce que je connais des transhumanistes, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la singularité? C'est vrai qu'on est au dernier jour là. La singularité, c'est une théorie qui a d'abord été formulée par un auteur de science-fiction et mathématicien qui s'appelle Vernor Vinge, V-I-N-G-E, à l'occasion d'une conférence faite en gros à la NASA en 1995. Et ça ensuite, il y a quelqu'un qui lève la main? Non ? On ira aux questions après, ouais. Juste après. Et ça a ensuite été effectivement repris par Ray Kurzweil. Mais moi, ça m'étonne que tu aies dit Ray Kurzweil, le pape du transhumanisme, alors que toi-même tu étais... ça m'intéresse, parce que lui-même, d'après ce que m'a dit un des transhumanismes, éminent, Max More, Ray Kurzweil ne se considère pas lui-même comme transhumaniste, et la théorie de la singularité, qui est en général dans les médias étroitement associée aux transhumanistes, en fait, moi je connais assez peu de transhumanistes qui y adhèrent. C'est plutôt considéré comme un sous-courant et pas nécessairement majoritaire du transhumanisme. Alors je reviens parce que du coup j'ai pas dit ce que c'était que la singularité. La singularité, c'est l'hypothèse selon laquelle il y aurait une telle convergence de toutes ces technologies dont Olivier a parlé tout à l'heure, qu'on arrive à un point, en fait ça se fait en deux phases. L'idée première, c'est on arrive à un point où il va se passer des choses qu'on n'arrive même pas à imaginer, donc on fait une projection imaginaire dans le futur, et puis en fait on en arrive à un moment où les intelligences artificielles créent des choses qu'on n'arrive même pas à imaginer, et du coup ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais quand même, on sait qu'elles vont inventer des choses encore plus intelligentes que nous. Donc il y a à la fois l'affirmation d'une espèce de transcendance radicale en termes de connaissances, et en même temps cette espèce de pulsion immédiate à vouloir tout de suite remplir le trou qu'on a formulé dans notre horizon. Voilà. Et donc c'est une thèse qui dit qu'en 2045, c'est-à-dire vraiment dans pas longtemps, il va y avoir, on va peut-être même plus pouvoir écrire de la science-fiction, parce qu'en fait on sera en plein dedans et on va être débordé de partout. Alors j'espère que je vivrai jusqu'en 2045 pour voir si ça va se produire. La plupart des gens qui se présentent comme étant des gens sérieux n'y croient pas, en France en tout cas, considèrent que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Moi honnêtement, je me sens pas, j'ai pas d'avis. Voilà, je me considère pas suffisamment d'expertise pour avoir un avis là-dessus, et en plus ça engage, disons, une connaissance de la technologie, je te laisse la parole après, qui me dépasse, même si je me présente comme une philosophe de la technologie. Disons que Ray Kurzweil, ce qui est à son avantage dans cet argument, c'est de dire, mais j'ai déjà prévu plein de trucs avant, tout le monde m'a rayonné et ça s'est passé comme je l'ai dit.
Voilà. Donc je passe là. Apparemment, Jean-Claude veut dire quelque chose. On va y aller très rapidement parce qu'après il faut qu'on parle des utopies un peu quand même. Oui, mais justement, je voudrais revenir aux utopies. Merci. Parce que si vous me permettez, il y a quand même une chose qui différencie l'intelligence artificielle de tout le reste que tu as cité. Tu disais il y a des technologies disruptives. Tu as parlé de la roue, la brouette. Il y a eu le chemin de fer, il y a eu l'imprimerie, il y a eu Internet. Toutes ces technologies ont une particularité. Elles sont effectivement disruptives. Il y a un avant et un après. Par contre, en elles-mêmes, elles ne créent pas de valeur. Vous fabriquez une ligne de chemin de fer, vous la regardez, elle ne produit pas de la valeur. Ce qui produit de la valeur, c'est l'utilisation de cette ligne de chemin de fer. Si vous faites une route devant chez vous, vous n'allez pas gagner plus d'argent, mais ça va vous permettre de faire des choses. Alors que l'intelligence artificielle, dotée de moyens, par exemple robotiques, elle crée de la valeur. Elle se débrouille toute seule pour fabriquer quelque chose qui a de la valeur, sans votre intervention. Et ça, c'est tout nouveau. Vous avez une apparition d'une espèce de main-d'œuvre qui est bon marché et qui est surtout totalement décorrélée de besoins. C'est-à-dire qu'elle ne vous réclame pas de salaire, elle ne vous réclame pas de jours de congé, elle ne vous réclame rien, elle crée de la valeur. Ça veut dire qu'on a un monde dans lequel, d'un seul coup, il y a des espèces de cornes d'abondance qui apparaissent et qui fabriquent des trucs. Fabriquer des trucs, ça veut dire vous faire économiser des choses, ça veut dire optimiser en temps réel le système dans lequel vous vivez. C'est bien une intelligence artificielle qui fait que vous allez payer moins d'électricité, moins d'eau, etc. Simplement parce que ça coupera le robinet quand vous vous en servez plus. Je pense qu'il y a un truc très bien. Ça peut fabriquer des choses, ça peut faire pousser des légumes, ça peut gérer une exploitation agricole, ça gère une entreprise de fabrication qui elle-même fabrique d'autres entreprises de fabrication. Enfin, on a un système duplicable. Et donc, à ce moment-là, on peut très bien imaginer, et c'est pourquoi pas une forme d'utopie intéressante, combien d'heures doit-on travailler par semaine pour assurer la richesse du monde, sachant qu'une grande partie de cette richesse proviendra de choses qui sont des intelligences artificielles couplées à des moyens d'action qui feront des choses pour nous. Combien avons-nous besoin de faire? Et surtout, est-ce que la société que nous allons créer, dans lequel on aura du temps pour faire autre chose, et du temps pour aller, comme tu dis, à la rencontre de l'autre, faire de la peinture, ou même se vautrer devant sa télé, pourquoi pas? Est-ce que cette civilisation aura de la valeur? Et évidemment, nous, on vit dans une situation complètement différente, donc on se dit, la valeur que je ressens maintenant, que la société me renvoie, elle n'existera plus dans cette société, certes, mais après tout, est-ce que, comme tu le dis, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller travailler 40 heures par semaine, pardon. Par jour. Par semaine, pardon. Et se pose la question de comment on répartit les richesses qui vont être créées. Ça, parce que évidemment, le problème, évidemment, c'est que les gens vous disent, alors ça, c'est la grande peur, oui, mais les patrons vont tout piquer ou c'est les actionnaires. Alors c'est les patrons, les hommes politiques, les actionnaires. Ok, très bien. Mais admettons qu'au bout d'un certain temps, l'humanité devienne un peu plus raisonnable et que donc une partie non négligeable de cette richesse soit redistribuée sous une forme ou sous une autre. Que vous ayez un salaire qui vous permette de vous nourrir, de vous loger, de vous habiller et de posséder un certain nombre d'objets indispensables à la vie que vous considérez comme heureuse. Ensuite, on vous dira, ben vous avez du temps, allez vous promener, allez faire des choses. Vous voulez faire de la peinture, vous avez le moyen de vous acheter des pinceaux et des toiles. Vous voulez aller à la rencontre du monde, ben vous avez une voiture, allez-y. Enfin, voilà, on vous donne ça. Et votre compte en banque vous permet de le faire. Et ben, à ce moment-là, que faites-vous? Et surtout, quelle société bâtissez-vous avec ça? Il se peut que dans les 20, 30, 40 ou 50 ans, l'intelligence artificielle nous pose cette question de manière brutale. C'est-à-dire, vous ne servez pas parce que le robot fera aussi bien que vous. Par contre, l'argent qu'il fait gagner ne va pas aller à une personne qui, de toute façon, ne saurait pas quoi en foutre et qui va finir quand même par en distribuer un petit peu. Voilà. Et donc, vous avez de l'argent, donc que faites-vous avec ça? Que faites-vous de votre vie quand un assistant s'occupe de vous, quand un assistant vous aide? Olivier, là-dessus, puis après on prend une ou deux questions. Ou trois, quatre. Oui, rebondir sur les deux sujets. Oui, très clairement, les IA vont nous demander à redéfinir la notion de travail. Et ça fait rebondir un petit peu sur la notion de singularité aussi. C'est-à-dire que, en effet, comme tu disais, la singularité, c'est le moment où toutes les technologies s'accélèrent et font tout changer. Aujourd'hui, ces technologies, elles sont en train d'arriver, elles sont là, et les gens ne sont pas naïfs. Il y a des chercheurs en économie, par exemple, qui se posent des vraies questions sur la redistribution des richesses par des systèmes artificiels, même des modèles économiques qui peuvent nous surprendre aujourd'hui, qui est que la machine s'appartient à elle-même. C'est quand même très curieux, ça. Ça redéfinit ici la notion de propriété, où on va aller vers la notion d'usage. Quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que, alors c'est peut-être aussi ma lecture, mais que ces technologies qui avancent sont en train de donner forme à certaines de nos anciennes utopies.
pour revenir sur le thème d'utopie. C'est-à-dire que là où il faut que nous, collectivement, nous soyons vigilants, c'est que si on empêche le monde de changer, qui pourra acheter les robots super perfectionnés ? Les grosses usines qui font déjà de la rentabilité. Pourquoi elles pourront le faire ? Parce que ça va permettre de verser des dividendes encore plus grands. Et ainsi de suite. Si on ne change pas le monde avec l'arrivée de ces technologies, on va amplifier les défauts du monde d'avant. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait non pas une singularité, mais un chamboulement ? C'est justement parce que ça fait réfléchir à l'ensemble de ces choses-là. Et qu'il ne faut pas le faire avec peur, il faut le vivre avec utopie. Oui, on peut imaginer un robot qui fabrique un robot, le robot s'appartient à lui-même, crée de la valeur, comme tu le disais, qui est redistribuée aux gens. Parallèlement à ça, apparaissent les crypto-monnaies qui permettent de le faire sans le contrôle de quelqu'un, avec de la diffusion, avec des possibilités de dividendes universels. Apparaissent simultanément, alors on hurle contre la fin des écoles et des diplômes, mais le MIT ouvre ses formation, il n'y a plus besoin du diplôme, il suffit d'avoir des compétences, de développer des savoir-faire, de se développer des savoir-être. Ce que je trouve intéressant, c'est que mis bout à bout, toutes ces choses-là ouvrent de vraies utopies. Si on ne, c'est ce que je voulais présenter au tout départ, on ne s'ancre pas les pieds bien dans le béton en disant si ça change, c'est la merde, parce que moi j'ai été préparé à ça. Soyons créatifs, soyons imaginatifs, co-créons ensemble toute cette valeur et il y a des opportunités fabuleuses qui se créent, de mon point de vue. C'est pour ça que je me bats pour diffuser cette posture. Très bien. Et on amènera les robots devant les tribunaux. Ne répondez pas à cette question. On va essayer d'ouvrir un peu. Alors, on essaye de donner un maximum la parole au public. Donc, il y a Isabelle qui doit être quelque part. Isabelle, elle est là-haut. Choisis qui tu veux. Je suis désolé, on va en prendre une ou deux, puis après, on continuera le débat et on rouvrira les questions à la fin. Madame. Bonjour. Bonjour. Ce qui est très important et beaucoup plus important que de dire là, c'est dangereux ou pas l'intelligence artificielle, c'est sur se dire à qui ça sert. Parce que si c'est pour continuer à, comme disait monsieur, que ça serve à quelques oligarques qui monopolisent, donc il pourra se passer des gens, puisque la machine fera elle-même tout ce qu'il aura besoin, il aura plus besoin des gens, alors pourquoi pas s'en débarrasser les gens? Pourquoi pas les laisser crever? Alors que l'important, c'est de se dire à qui sert l'intelligence artificielle. Si c'est pour mettre que la sécurité sociale achète des robots pour faire des opérations chirurgicales ou redonner la marche à des paralysés, oui. Mais c'est pas une question d'intelligence artificielle, c'est une question de à qui ça sert, comme monsieur disait, de partage des richesses. Et tant qu'on continue dans la société, et on est en plein dedans en ce moment, on libéralise, on n'est pas vraiment, ça va être possédé par les 1%, et ces 1% vont se passer de nous. Donc, ils nous laisseront crever. Alors c'est à nous de reprendre. On va essayer de rêver. Merci. Voilà, c'est à nous de reprendre et d'essayer de changer cette société où c'est chacun pour soi et tous contre les autres. Non, il faut faire du partage et l'intelligence artificielle est à partager, absolument. Merci. Olivier. Oui, ça va exactement dans le sens de ce que j'ai essayé d'évoquer avant. Alors, à qui ça appartient ? De façon très intéressante, il y a quelques labos qui travaillent sur l'IA, mais aujourd'hui l'IA est accessible à tout le monde. Vous avez des cours en ligne pour vous former au deep learning, il n'y a aucun souci. Toutes les librairies qui sont faites par les sociétés sont complètement open source. Vous allez me dire, il me faut un gros ordinateur, même pas. On peut faire tourner ces systèmes-là sur un iPhone aujourd'hui. Il y a même des librairies de deep learning pour iPhone. Donc aujourd'hui, il suffit, je maintiens cette idée de curiosité. Il suffit de s'y intéresser et de s'y appliquer. Donc à qui ça appartient ? Clairement à nous tous. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces faisceaux d'innovation qui font qu'aujourd'hui, ce qui nous fait avancer en robotique, en informatique, oui, c'est de la culture ouverte. Et c'est même là qu'il y a les plus belles innovations. Donc le monde est en train de changer par rapport à ça, et ça peut nous donner l'espoir, en effet, d'une meilleure rétribution. Et comme je le disais, et j'insiste dessus, on ne changera pas le monde en ne changeant qu'une seule de ses parties.
Mais pour ça, il faut qu'on sorte de nos petits réflexes, de dire ça c'est les bons, ça c'est les méchants, ça c'est le système politique, machin qu'il faut pas. Ça c'est l'ancien monde. C'est comment. Alors, question fondamentale, qu'est-ce qu'on fout là? Et deuxième, comment on le fait ensemble? Comment est-ce qu'on le co-crée ensemble? Et là, je crois qu'il y a des vraies utopies qui se mettent en place. Sylvie, quel garde-fou éthique on peut citer, éthique, politique, pour se donner les moyens d'arriver à cette IA compatible à l'homme pour tous? Je vais avoir de la difficulté à répondre à la question dans la mesure où c'était plutôt une question que j'avais envie de poser, parce que moi aussi, évidemment, j'embrasse les utopies. Et il y a quelques belles utopies. Par exemple, Wikipédia est une fantastique utopie qui a réussi. Moi, je suis frappée par... d'ailleurs, c'est ce qui me distingue, je pense, des transhumanistes. Je suis frappée par l'optimisme d'Olivier et aussi de Jean-Claude, je ne crois pas qu'il soit transhumaniste, mais il est optimiste. Parce que moi, comme je l'ai expliqué à Samuel, moi, je suis, contrairement à beaucoup de critiques de la technologie qui se sont exprimées sur le transhumanisme, je suis technophile. Mais j'ai beau être technophile, et j'aimerais être optimiste, mais comme le suggérait Madame, moi je suis plus sensible au côté très inquiétant des évolutions récentes. Que ce soit, maintenant tous les 6 mois on a un scandale. Récemment il y a eu Cambridge Analytics. C'est comme ça que ça s'appelle. Avant ça, il y a eu Prism, il y a les révélations, ça part dans tous les sens. Et donc, du coup, moi, la question que j'aurais envie de poser aux optimistes, puisque j'aimerais, je pense que un avenir possible avec des intelligences artificielles qui sont au service de l'humanité, c'est une possibilité. Et d'ailleurs, j'ai fait ma thèse de philosophie plutôt que sur la science-fiction, avec des œuvres science-fiction. Et disons, la thèse que je soutiens dans ma thèse, c'est précisément, et ça n'a rien d'original pour les amateurs de science-fiction, c'est de dire que la science-fiction nous permet d'explorer les possibles, et en les explorant, éventuellement nous permet d'essayer de réfléchir à quelle direction prendre. Mais moi, la question du coup que j'aurais envie de poser, parce que c'est comment dépasser le vœu pieux, et comment faire en sorte concrètement que le néolibéralisme à tout crin qui est en train d'aliéner totalement les sociétés aujourd'hui, comment ça va se passer? Comment on va passer au beau monde utopique que Olivier nous décrit? Moi, j'ai envie de savoir. Alors, je vais vous donner la recette, c'est très simple. Ah, génial, prenez tous des notes. Non, le premier truc, c'est pas parce qu'il y a énormément d'opportunités, et je décris surtout les opportunités, qu'il n'y a pas de problème. Les problèmes, ce sont des zones vachement intéressantes parce que ça permet d'imaginer de nouvelles solutions. Cambridge Analytics, en effet, c'est une catastrophe. Mais pourquoi c'est une catastrophe? Parce que, et ça je peux en parler parce que je faisais partie des petits acteurs qui dans les années 2000 hurlaient sur la recentralisation des données, où je faisais la conférence de peer-to-peer à San Francisco, la toute première, on ne savait même pas que ça s'appelait du peer-to-peer à l'époque, et on hurlait contre la recentralisation des données. Et on s'est fait doubler, parce que c'était plus facile, parce que les gens se connectaient sur Facebook, qui mettaient leurs données, et que d'un seul coup, ils s'en dépossédaient. Et nous, on pouvait hurler dans notre coin, ça ne servait à rien. Voilà. Et ça a créé des catastrophes, et elles ne sont pas finies, les catastrophes. Parce que j'ai été contacté par je me souviens, un hacker de Nouvelle-Zélande, il y a 5 ans à peu près, à l'époque où quand on s'enregistrait quand on autorisait une application sur Facebook, on récupérait toutes les données de la personne et les données de ses contacts. Et lui avait fait une petite application qui permettait de calculer le quotient intellectuel. Donc les gens faisaient ça, je calcule mon QI, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que derrière il y avait un ordinateur qui pompait tout, les contacts, tous les messages, les termes, etc., qui faisait du data mining dessus. Et il était embêté parce que la politique de Facebook changeait à ce moment-là et qu'il voulait vite le revendre avec tout son data mining. Et voilà, il était un peu emmerdé avec tout ce qu'il... Et j'ai pu jouer avec son système. C'était il y a 5 ans. Mais c'est Big Brother.
C'est au-delà de Big Brother. Cambridge Analytics à côté, ce n'est rien du tout. C'est des petites données corrélées, machin, qui ont servi à orienter les gens. Là, on connaît l'influence, les flux, enfin, voilà. Donc, je suis pas un naïf dans le sens tout est merveilleux, tout va bien. Je vais rester un optimisme dynamique, qui est de dire, et ce sera en effet plutôt une posture de ma part, de dire, ok, comment est-ce qu'on fait pour corriger ça? Comment est-ce qu'on fait pour avancer? Tu parles du néolibéralisme comme étant l'horreur totale qui, machin, etc. J'ai pas d'ennemi particulier. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est justement, parce qu'on évoque la politique, c'est que je trouve qu'on sort un peu des caricatures. C'est-à-dire que l'anarchisme, vraiment, qu'on situerait à gauche, aujourd'hui, crée, je fais partie un peu de cet univers, des crypto-monnaies de tous les côtés et s'amuse avec ça. Va voir comment est-ce qu'on peut faire. Il y a des cryptos, on se dit, oh là là, c'est affreuse, alors le Bitcoin c'est fait pour faire fortune vite fait. Oui, mais il y a des projets comme par exemple June, que vous pouvez aller voir sur le net, qui intègrent de façon native le dividende universel dans le système et qui essayent même une utopie qui est de dire faisons perdre la notion réelle de valeur à la monnaie. Parce que j'aime bien dans le Bitcoin, c'est que les gens disent ouais c'est affreux, c'est nul, mais ça vaut combien? Ils reviennent tout de suite, ça a monté de combien? Oh là là, j'aurais dû en acheter, oh c'est tombé de temps. Bon, enfin bref, c'est-à-dire qu'on reste avec une vision de l'ancien monde. Moi, ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que, par exemple, prenons ça, des crypto-monnaies, il y en a 4000, 5000 et bien plus qui sont créées, qui sont toutes des expérimentations. Et ce sera un peu darwinien, c'est-à-dire je ne sais pas laquelle va marcher, va pas marcher. Celle qui va marcher, c'est celle que, collectivement, on est prêt à utiliser ensemble parce qu'elle porte un certain nombre de valeurs. Et c'est pas pour rien si ça fait peur, en effet, au système. Et je te rejoins, j'ai essayé de faire court, désolé, mais je te rejoins, ça va pas être sage. Et on le voit aujourd'hui, hein, que font justement ceux qui essayent de maintenir le monde en l'état, tous ceux qui ont des privilèges, tous les 1% qui ont été évoqués, c'est de conserver le monde en l'état dans lequel ils ont réussi et fait fortune. Tout pousse vers ça, jusqu'à faire la guerre, jusqu'à créer des conflits pour maintenir leur raison d'être qui est de maintenir l'équilibre du système. Eh bien, ce ne sera pas sage, oui, ces changements. Ce seront ce qu'on appelle des catastrophes. Mais comme toute catastrophe, derrière, il y a la possibilité d'une reconstruction. Et donc, je reste optimiste par rapport à ça, sans être naïf et de croire que tout est merveilleux. Non, il y a des vraies catastrophes qui se préparent. Mais allons-y, c'est passionnant. Ce que je peux dire quand même, ce qui est intéressant, c'est pour en revenir sur ton idée de singularité. La singularité, ça a un sens quand on fait de l'étude de système, ce qu'on appelle la systémique. Un système, ça sert en gros à prévoir. Eh bien, la singularité, c'est quand le système n'est plus capable de prévoir. Il y a un moment donné, quand on étire le système où il prévoit de moins en moins bien, mais il est encore capable de prévoir. À un moment donné, on peut dire qu'il n'est plus capable de prévoir du tout parce que le fait est que le comportement de ce qui entoure n'est plus conforme au système. Ou plus exactement, le système n'est plus conforme à ce qui se passe. Ça, c'est une singularité. Voilà. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. Donc les gens qui sont les conservateurs, par définition, qui veulent que le système reste en l'état, qui veulent que le fonctionnement des relations humaines, de leur rapport de pouvoir, de leur hiérarchie de distribution de valeur, etc., qui est une chose, bon, elle est ce qu'elle est, ils veulent la conserver. Eh ben, la seule façon qu'ils ont, c'est de mettre une espèce d'énorme couvercle de cocotte-minute sur un ensemble de pressions qui est en train de... Ça va pas marcher. Le seul problème, c'est que ça va se traduire par une explosion. Alors, soit on accompagne cette explosion en enlevant le couvercle et en laissant les choses se former de manière exacerbée et effervescente. Bon, ça va déconner, mais ça va être, entre guillemets, ouvert. Soit on essaie de bloquer, et à ce moment-là, je peux garantir que ça va beaucoup, beaucoup faire de dégâts. Et c'est ça qui me fait peur. Je te rejoins absolument sur la nécessité qu'il y a de libérer tout ça, d'être curieux, et allons-y. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité aussi de former les esprits ? Si je peux te faire rebondir là-dessus aussi, parce qu'il est tard. En 10 secondes, de dire, ça se fait. Les Fab Labs, ça sert à ça. L'open innovation, ça sert à ça. L'open source, ça sert à ça. Les universités, ça sert à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'on disait un peu au départ, une innovation, tac, qui va tout changer. L'IA arrive. Non, on est en train de co-construire un monde différent, c'est très clair, dans lequel les IA vont avoir une capacité à nous accompagner dans ce monde-là pour libérer notre créativité. C'est mon espoir. Voilà. Et je trouve qu'il y a énormément de faisceaux d'innovation qui vont dans ce sens-là, que ce soit au niveau de l'éducation, de la formation. Et il y a un autre truc aussi qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas que ces trucs-là concrets qui sont bien, qui nous donnent cet indice-là. C'est toutes les failles qui se passent en ce moment. On dit, on perd le sens, les enfants veulent plus étudier, l'école n'a plus de sens, les diplômes valent plus rien, l'entreprise machin, tout ça c'est des failles.
ce sont des trucs qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui se désagrège. Le problème, c'est qu'on ne connaît que le passé, c'est celui qu'on a vécu. On ne connaît pas le futur. Donc, si on veut avancer dans quelque chose d'incertain, eh ben, il va falloir de la créativité, il va falloir envie, il va falloir un peu d'optimisme dynamique pour se dire on peut le faire. Et aujourd'hui, il y a une telle capacité de diffusion de l'information, une telle capacité de co-création. Par exemple, pour faire un véhicule autonome, ben, alors j'ai plus le nom en tête, mais il y a une application open source qui est sur un iPhone qui peut hacker la voiture et on a un véhicule autonome. Vraiment, c'est là, c'est tout près. Et tu avais une question, j'ai complètement oublié. C'était sur l'éducation, mais alors. Il y a plein de questions dans la salle. Il y a plein de questions. Allez, c'est parti, on en prend quelques-unes. Bonsoir. Alors déjà, merci beaucoup parce que c'était très très intéressant. Vous évoquiez tout à l'heure, Madame Alouche, le Uncanny Valley, donc, qui est un phénomène super intéressant où je pense on connaît tous le robot Sophia ou le robot Nao. On a tous un peu éprouvé un sentiment d'appréhension peut-être. Et vous évoquiez également tout le poids que la science-fiction a sur notre perception des robots, par exemple, ou de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que demain, dans le meilleur des mondes, est-ce que ce phénomène d'Uncanny Valley va disparaître si on devient tous habitués à avoir des robots humanoïdes ou d'autres robots à apparence humaine? Je sais, une question un peu... Alors déjà, il faut s'entendre sur le meilleur des mondes, parce que c'est un petit peu ambigu. Si c'est le meilleur des mondes au sens d'Aldous Huxley, voilà, c'est peut-être pas vraiment le meilleur des mondes en fait. Voilà, donc après, alors peut-être Uncanny Valley, j'y ai fait allusion, mais j'ai pas expliqué, et je suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. C'est une théorie qui a été développée dans un article par quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais qui dit que il y a quelque chose d'assez troublant, c'est-à-dire que quand on développe des robots humanoïdes qui ressemblent aux êtres humains, en fait, plus ils ressemblent, plus le décalage que l'on continue à percevoir entre ce robot et un vrai être humain, ça crée un sentiment de malaise qui n'est pas présent si on a un robot qui n'a pas la prétention de ressembler à un être humain ou à un être vivant en général. Donc après, vous me demandiez, est-ce que alors je vais l'interpréter comme ça, dans une version optimiste où on aurait des robots qui marchent, enfin qui donnent vraiment l'impression d'être intelligents. Est-ce qu'on arriverait à dépasser le sentiment de Uncanny Valley? J'y ai pas trop réfléchi, mais d'instinct, je dirais oui, en fait. Je pense qu'on finirait par s'habituer, et peut-être que je pourrais donner comme exemple cette très bonne série qui s'appelle Real Humans, qui est une série suédoise, je crois, enfin scandinave, suédoise ou danoise, qui met en scène des robots qui ressemblent beaucoup à des êtres humains et qui sont censés en fait, qui remplacent des êtres humains et qui peuvent être utilisés comme robots de compagnie. Ça s'appelle les U-bots, les humanoid robots. Et je pense que ils sont précisément les metteurs en scène ont joué avec cette idée d'Uncanny Valley. Et donc, alors ce qui est en plus intéressant, c'est joué par des humains, mais on les a maquillés et on leur a demandé de jouer, j'imagine, avec une certaine fixité du regard ou des choses comme ça, pour qu'ils aient l'air de robots qui sont presque des humains. Donc, pas évident comme jeu d'acteur, mais on finit, je pense, par s'habituer, en fait. Et précisément dans cette fiction, il n'y a pas d'Uncanny Valley. Après, la théorie de l'Uncanny Valley, on peut la ressentir par rapport à des robots qui sont actuellement, des vrais robots qui sont actuellement développés. Alors, je ne pense pas, Olivier, que tu aies projeté de photos, mais il y a un robot japonais célèbre qui correspond. Et c'est vrai qu'on ressent un malaise, mais je pense qu'on ressent surtout un malaise parce qu'il y a un différentiel énorme entre ce que le robot se donne à être et ce qu'il est vraiment. Mais à partir du moment où il y aura
des réactions authentiques et on a l'impression, si jamais ça arrive un jour, qu'il est habité par une authentique subjectivité, même si au niveau, disons, de la texture de la peau ou des choses comme ça, c'est pas parfait, à mon avis, on finira par plus le voir. Voilà. Mais bon, je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à ajouter là-dessus. On va prendre peut-être encore quelques questions pour éviter. Il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Une question et ensuite j'arrête. Merci Laurent. Oui, alors, on a abordé plusieurs fois la singularité. Je voulais juste citer un livre qui s'appelle Le mythe de la singularité et qui a été écrit par un chercheur en informatique, un spécialiste en IA justement, qui explique avec d'un point de vue scientifique en quoi les arguments de la singularité sont à peu près tous faux. Bon, il y a autant de théories que d'adeptes, donc voilà. Mais en tout cas, c'est un livre vraiment que je recommande et qui est très facilement abordable. Et justement, je voulais savoir si, d'après vous, les discours transhumanistes ou de la singularité ne se projettent peut-être pas un peu trop loin par rapport à ce qui se fait réellement en IA ou dans la recherche en IA, et qu'on devrait peut-être plus se poser des questions sur qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue économique, social, plutôt que est-ce qu'on va se faire détruire par une IA dans les années à venir, sachant que c'est très peu probable étant donné la recherche en IA, et surtout c'est très prophétique. Merci pour cette question. Je vais répondre. Je pense qu'il n'y a pas une posture à avoir qui est la bonne. La solution, elle viendra de notre diversité, d'étudier justement ce qui va se passer sur le temps court, sur le temps long. Et que justement cette pensée de s'autoriser d'aller loin, que ce soit dans la SF, que ce soit dans le transhumanisme, ça peut être intéressant d'y réfléchir, de se dire que serait la société si on pouvait vivre 10 000 ans individuellement, quel problème ça pose en termes de ressources, quel problème ça pose en termes de reproduction, d'intérêt de la vie. Et voilà, que quelques personnes s'y intéressent, c'est très bien, mais je vous rejoins, et qu'est-ce qu'on fait demain ou tout de suite ? Mais si on n'a pas, c'est comme le management ou la gestion d'un système justement qui est complexe, si on n'a pas une vision à long terme, c'est difficile de déterminer les actions à court terme. Cette vision à long terme, elle va changer par les actions à court terme et par leur impact, et que c'est pour moi une bonne façon d'avancer. Un petit regard au loin, et puis de l'action concrète tout de suite. Par rapport à la singularité, je vous rejoins aussi. C'est un mythe, on ne sait pas. C'est intéressant, ça fait parler, et puis pour moi, ça fait parler de cette idée que l'évolution, elle n'est pas tout le temps sage, et qu'on ne peut pas tout contrôler. On est dans un univers qui est excessivement complexe, et si on essaye d'empêcher, de contrôler, de limiter, j'ai envie de dire, il y aura une faille, il y a un truc, ça va se passer autrement, pas comme on l'avait prévu, et qu'il faut dépasser un petit peu nos prétentions à vouloir contrôler les choses, et cette singularité qui nous échappe, je dirais pourquoi pas, ça a au moins ce mérite-là. Et je vous rejoins aussi sur le fait que ça peut se démonter complètement. J'avais comme projet, oui, de faire une conf sur le transhumanisme est obsolète, qui était un peu provoque, mais qui est de dire, oui, réfléchir nano, bio, info, cogno aujourd'hui, oui, c'est par rapport à nos connaissances d'aujourd'hui, c'est intéressant d'ouvrir le débat, d'aller plus loin et de laisser à ceux dont c'est le rôle, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on doit faire ici et maintenant. On a le droit à une dernière question ? Alors, on m'a demandé 30 secondes. Vous avez... Non, 7 secondes. 7 secondes. Je viens de Toulouse, je suis là par hasard alors que je devais aller à Saint-Étienne pour me former sur les marchés financiers. Je fais partie du projet Fondamentalia ne plus payer pour survivre, qui est une utopie qui se réalisera le 17 octobre 2047. Ma question porte sur est-ce que la science n'est pas elle-même une religion, et est-ce que l'intelligence artificielle va nous permettre de répondre à cette question ? Merci. Alors, c'est une IA. 7 secondes pour faire une analyse épistémologique complète de qu'est-ce que c'est que la science. Ça dépend comment est-ce qu'on vous a enseigné la science. Ça dépend. Voilà. Rapidement, allez, je prends 10 secondes. Ça dépend comment est-ce qu'on vous a enseigné la science. Si on vous a enseigné la science comme étant un ensemble de vérités uniques qui représentent exactement ce qui se passe dans l'univers, oui, c'est une religion. Et ça, très curieusement, les scientifiques, ils le pensent aussi. Ils sont tout à fait d'accord sur cette analyse-là, parce que la science, c'est une posture. Et ça, on le sait en épistémologie, c'est de pouvoir être réfutable. C'est-à-dire, c'est une posture au réel qui est de se dire... moi j'ai une représentation comme ça du monde, est-ce que ça marche ? Et de pouvoir accumuler des connaissances qui ne sont pas des faits, des certitudes, mais des opinions, en effet, qui sont toutes réfutables. Et c'est une mécanique de pensée extraordinaire,
Parce que la science se fait en faisant de la science et ainsi de suite. Et je reproche énormément au système éducatif de ne pas faire comprendre cette posture scientifique qui est fondamentale et de faire croire aux enfants que la somme des angles d'un triangle fait tout le temps 180 degrés. On vous a menti, là encore, c'est un voilà. Non, sur une sphère, ça fait, vous pouvez avoir un triangle à 3 angles droits sur une sphère. C'est-à-dire de montrer que l'esprit humain, il va au-delà de cette connaissance. Et la science, elle sert à ça. Voilà. Donc je m'emballe un petit peu, mais pour moi c'est super important de faire comprendre ça. Et pas du tout que c'est une religion, parce que justement, toutes les religions sont totalement irréfutables. Elles ne se confrontent pas à l'expérience, elles essayent d'assembler, et là je vais me lâcher encore, d'assembler ensemble des personnes qui pensent la même chose pour les rassurer sur leur certitude. Et c'est tout. Et c'est totalement irréfutable, puisque c'est écrit que c'est un texte et que ça ne se questionne pas. Et donc c'est une approche totalement anti-scientifique, et ça me hérisse le poil, parce qu'il n'y a pas besoin de religion pour pouvoir développer une spiritualité. Et aujourd'hui, lisez les choses en quantique, lisez les choses en sciences cognitives, allez découvrir ce qui s'appelle la théorie de l'information intégrée, et vous verrez que la science, elle développe aujourd'hui une vraie spiritualité, parce que les scientifiques, ce ne sont pas des gens froids. Désolé, j'ai pris plus de 7 secondes, mais là j'en avais besoin. Vous nous l'aviez énervé en même temps. Merci. Il me reste à vous remercier pour vos questions, à être désolé pour ceux qui n'ont pas pu en poser, et à vous dire peut-être à demain pour Utopie, Black Mirror, ça va être génial, et de vous souhaiter une très bonne soirée. Merci à tous.